Jusqu'où peut-on vraiment repousser les limites du progrès humain avant que nos propres créations ne finissent par nous dévorer? C'est une question honnêtement vertigineuse qui ouvre le décryptage d'aujourd'hui. Le cinéma a d'ailleurs parfaitement capté cette angoisse culturelle. On a tous en tête le film Matrix, sorti en 99. C'est l'exemple parfait. Ça illustre ce cauchemar absolu d'une machine devenue tellement intelligente qu'elle engloutit l'humanité sans même qu'on s'en rende compte. Mais, si on prend un peu de recul, d'où vient véritablement ce besoin de contrôle absolu, ce fantasme de la toute-puissance humaine? Ce fantasme s'incarne aujourd'hui de façon spectaculaire dans un mouvement très actuel, le transhumanisme. Concrètement, c'est ce courant qui postule qu'on peut utiliser les sciences et la technologie, non plus seulement pour soigner, mais carrément pour augmenter l'être humain. Le but ultime? Atteindre l'immortalité. Et c'est là qu'on touche au paradoxe absolu de notre époque. On observe cette quête complètement effrénée pour une immortalité infinie, alors même qu'on vit dans un monde naturel qui est par essence fondamentalement fini et périssable. Pour bien comprendre tout ça, on va suivre un cheminement très clair en 5 étapes. On va d'abord explorer ce rêve de toute puissance, ensuite on passera à la critique de la technique, on abordera après la question cruciale de la responsabilité, puis l'idée de la convivialité de la technologie, pour enfin terminer sur les revers de ce progrès. Commençons donc par notre première étape, le rêve de la toute-puissance. Face à cette immense ambition de créer un être humain réparé ou augmenté, une réflexion s'impose. Est-ce que le bonheur véritable peut réellement se trouver dans une réalité augmentée de façon complètement artificielle? C'est là qu'il faut absolument faire la distinction entre deux concepts. D'un côté, on a le progrès techniquement possible. C'est littéralement tout ce qu'on est concrètement capable de fabriquer ou de faire avec un outil. Et de l'autre, on a le progrès moralement souhaitable, qui relève d'une vraie décision éthique, basée sur le bénéfice universel et la sécurité de tous. Ce qui nous amène à cette question charnière. Est-ce que tout progrès techniquement possible est forcément et en même temps moralement souhaitable? Ce qui nous amène tout naturellement à notre deuxième point, la critique de la technique. Pour bien saisir la nuance, il faut se tourner vers le philosophe du XXe siècle, Martin Heidegger. Il a vraiment cherché à définir les limites exactes et les dangers profonds de la technologie moderne. Et pour ça, il utilise une métaphore qui est juste brillante, celle du fleuve du Rhin. Imaginons un pont en bois traditionnel. Il est construit sur le fleuve, il relie les deux rives tout en respectant le courant naturel de l'eau. Il s'intègre à la nature. De l'autre côté, on a le barrage hydroélectrique moderne. Et ça, Heidegger l'appelle une provocation. Le barrage agresse le fleuve, il le force carrément à livrer son énergie en lui imposant une pression hydraulique extrême. On peut d'ailleurs appliquer ce même raisonnement à d'autres domaines. Prenons le bon vieux moulin à vent. Il capte le souffle de l'air en harmonie avec son environnement sans le détruire. À l'opposé, pensons au bulldozer dans une mine à ciel ouvert. Là, c'est une violence inouïe. La machine vient littéralement arracher et dépouiller les ressources de l'écorce terrestre. Le cœur de l'argument d'Heidegger est là. La technologie moderne agit presque toujours comme une provocation. Elle réduit notre monde naturel à un simple entrepôt, un immense stock de ressources prêtes à être exploitées. Passons maintenant à notre troisième grand thème, technique et responsabilité. Ici, c'est Hans Jonas, d'ailleurs un ancien élève d'Heidegger, qui pousse la réflexion beaucoup plus loin. Face à notre immense capacité d'autodestruction, il pose une question radicale sur l'éthique même de notre survie. Il a formulé un nouvel impératif catégorique, et c'est très fort, je cite, « Agis de façon que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur Terre. » Contrairement à l'éthique classique qui se concentrait juste sur l'individu dans le moment présent, ce nouveau cadre moral nous oblige littéralement à protéger l'existence même des générations futures. Et pour mettre en place ce développement durable de façon très concrète, Jonas propose des outils assez radicaux. Il y a d'abord l'hypothèse du pire scénario, qui sert à évaluer sans aucune complaisance les risques d'une nouvelle technologie. Ensuite, le fameux principe de précaution. S'il y a le moindre doute sur les conséquences à long terme, on met la découverte sur pause. Et enfin, ce qu'il appelle l'heuristique de la peur. Le terme fait très académique, c'est vrai, mais en réalité, c'est tout simplement notre instinct de survie. Jonas nous dit que la peur ne doit surtout pas nous paralyser. Au contraire, on doit l'utiliser de façon constructive, comme une sorte de bouton pause évolutif pour nous protéger des désastres technologiques. Abordons à présent notre quatrième partie, la convivialité de la technologie. On sait très bien qu'on ne peut pas rayer la technologie de nos vies aujourd'hui. L'enjeu, c'est plutôt de savoir si nos outils sont vraiment acceptables. C'est là qu'intervient Ivan Illich, un grand penseur de l'écologie politique. Il a une méthode assez géniale, il prend l'argument de base et le retourne complètement pour en montrer l'absurdité. L'un de ses concepts les plus frappants, c'est la vitesse généralisée. En gros, c'est un calcul de notre vitesse de déplacement, mais qui intègre absolument tous les coûts en temps caché qu'implique un mode de transport. Décortiquons ça avec un exemple qu'on connaît tous, la voiture.
Pour calculer la vraie vitesse d'une voiture, on ne peut pas juste regarder l'aiguille du compteur. Il faut additionner le temps passé derrière le volant, oui, mais aussi toutes les heures de travail nécessaires pour pouvoir se la payer. Puis, il faut rajouter le temps passé à payer l'assurance, l'essence, les rendez-vous au garage pour l'entretien et évidemment, les heures interminables perdues dans les embouteillages. Et là, le résultat est un véritable électrochoc mathématique. Quand on fait ce calcul global, la voiture avance en moyenne à 6 km par heure. Oui, c'est assez fou à réaliser, mais en fait, c'est officiellement plus lent que de se dépasser à vélo. Cette absurdité, elle conduit l'industrie à créer ce qu'Illich appelle un monopole radical. Il l'écrit très bien, un outil peut croître jusqu'à priver les hommes d'une capacité naturelle. Prenons le cas d'une ville tentaculaire comme Los Angeles par exemple. Tout a été construit par et pour l'automobile. Résultat des courses, ce développement à outrance a littéralement détruit notre capacité humaine la plus basique et naturelle, celle de pouvoir se déplacer simplement à pied. Pour contrer cette surprogrammation de nos sociétés, l'alternative d'Illich, c'est le retour à des outils dits conviviaux. Le contraste est vraiment saisissant. Un outil convivial, comme un simple couteau, ça donne le pouvoir à celui qui l'utilise. Ça permet de multiples usages et ça laisse place à la libre expression. À l'inverse total, on a la machine industrielle. Elle impose son rythme, elle est enfermée dans une tâche unique, et au lieu de nous servir, elle force l'humain à s'adapter en permanence, un peu comme si on devenait l'esclave de la machine sur une chaîne de montage. L'idée forte, c'est que dans une société véritablement conviviale, c'est l'humain qui doit garder le contrôle de l'outil. Un point, c'est tout. Ce qui nous conduit à notre 5e et dernière partie, les revers du progrès. Il faut le dire clairement en conclusion, cette course folle au progrès technique amène forcément de nouvelles contraintes, des dépendances au numérique très lourdes et surtout des déséquilibres énormes dans nos sociétés. Pour ancrer ces concepts philosophiques dans le réel, regardons la face sombre de nos smartphones. C'est l'exemple matériel parfait. Pendant qu'une partie du globe profite à fond de l'hyperconnexion, des enfants exploités, notamment au Congo, extraient du coltan, un minerai indispensable pour fabriquer des appareils technologiques de pointe qu'ils n'auront de toute façon jamais les moyens de posséder. C'est le reflet d'une richesse matérielle atrocement inégale générée par ce progrès. Alors, face à tout ça, face aux rêves aveugles de toute puissance, aux avertissements très sérieux d'Heidegger, à l'appel à la responsabilité de Jonas et au besoin vital de liberté d'Illich, une question absolument fondamentale subsiste. Et c'est là-dessus qu'on clôture cette analyse. Au bout du compte, est-ce que nous contrôlons véritablement nos outils modernes, ou bien est-ce que ce sont nos outils qui nous contrôlent ?